vous êtes sur RTL. « 12h30, 13h30 » Le journal inattendu de Michel Onfray avec Ophélie Meunier sur RTL. Bonjour Michel Onfray. Bonjour. Bienvenue dans le journal inattendu. On est ensemble 1 heure en direct pour parler d'actualité, de philosophie et de votre dernier livre, le 112e que vous publiez, Vie parallèle, de Gaulle-Mitterrand. On va découvrir votre regard sur les infos du jour, mais aussi sur cette nouvelle société dans laquelle on évolue. On vit notre second, ou plutôt dire deuxième, confinement, et le terrorisme attaque de plus en plus fréquemment notre pays. Pour vous, on paie la facture de 1992. Vous dites que le traité de Maastricht a ébranlé les capacités de résistance de notre pays. Alors si c'est le cas, que faire ? Et que ferait De Gaulle ? C'est une question que vous posez dans votre dernier livre, 400 pages, dans lesquelles vous proposez une contre-histoire du XXe siècle. Le général en sort sublimé, Mitterrand détestable, vous tapez fort, on vous connaît. Du moins, on vous connaît à travers ce qu'on lit de vous et vos apparitions dans les médias. Mais ce midi, on va proposer aux auditeurs d'RTL de vous découvrir autrement. Et pour commencer, à travers le regard que vous portez sur vous-même. Vous avez 1 minute pour vous présenter. Alors Michel Onfray, qui êtes-vous ? Écoutez, vous m'avez demandé un texte, donc je me suis maîtrisé et contenu, sinon ça aurait pu être très long, donc voici ce texte. Mon père était ouvrier agricole et ma mère femme de ménage. Mon père labourait avec les chevaux, connaissait le mouvement des planètes et la vie des étoiles. Il a vécu la Deuxième Guerre mondiale dans notre village familial, Chambois, dans l'Orne, où la bataille de Normandie s'est terminée en août 1944. Il a creusé des fosses communes pour y enfouir les cadavres de ces combats-là. Après cette bataille, quand les Américains nous ont refourgué leur mode de vie, il a continué à travailler pour les autres, mais avec des tracteurs et des produits chimiques. Il avait pour ancêtre des Vikings arrivés en terre de France en l'an 1000 et un long lignage de laboureurs et de maréchaux ferrants. Mon père, c'est la terre. Ma mère a été abandonnée à l'assistance publique. Elle a été placée dans des familles d'accueil pour y servir de rendements sonnants et trébuchants. Elle y a été maltraitée, mal nourrie, battue, humiliée. Elle était femme de ménage, elle a servi dans ce que l'on appelait alors des extras, le dimanche au bar du Carrefour dans le village, mais aussi dans des mariages, des communions, des baptêmes. On ignore tout de son lignage, elle sort du néant dans lequel s'enracine sa colère. Ma mère, c'est le feu. Je suis fidèle à mon père, enraciné, et à ma mère, abandonné. Je suis terre et feu, colère aussi. Vous aurez l'occasion de l'exprimer, cette colère, pendant cette heure, et pas que, on l'espère. Tout d'abord, les titres de l'actualité. Joe Biden, sur le point de remporter l'élection américaine, se positionne en président rassembleur. Les voix sont recomptées dans certains États et Donald Trump promet déjà des recours judiciaires. L'émotion à Nice, avec l'hommage national rendu aux 3 victimes de l'attentat de la basilique Notre-Dame de l'Assomption. Une cérémonie au cours de laquelle les policiers qui sont intervenus lors de l'attaque ont aussi été décorés. Le reportage de notre correspondant à Nice dans un instant. Le Premier ministre appelle les Français à respecter le plus strictement possible le confinement, alors que les chiffres en France restent alertants. Le pays, épicentre de l'épidémie en Europe, compte désormais près de 40 000 décès depuis début mars. En ce deuxième week-end confiné, Valérie Quintin, le temps est ensoleillé au nord, mais orageux dans le sud. Exactement, on a des orages qui remontent d'Espagne, ça commence à claquer assez fort sur les Pyrénées ou encore en Aquitaine, orages qui vont concerner une grosse portion sud-ouest cet après-midi et ça va déborder ensuite vers le Languedoc-Roussillon. Il faudra d'ailleurs être prudent ce soir dans les départements de l'Hérault et du Gard où on pourrait avoir un gros cumul de pluie. Ces pluies, elles vont monter vers le nord-ouest, touchant le sud de la Bretagne, mais vraiment sous forme d'averses. Et donc ailleurs, c'est vrai, vous l'avez dit, on va avoir du très beau temps sur le nord, sur la Normandie, le bassin parisien, le centre ou encore toutes les régions de l'Est, avec des températures qui grimpent à nouveau. 14 degrés attendus à Metz, 16 à Lille, 17 à Nantes et à Reims, 18 à Paris, 19 degrés à Lyon et Toulouse, 20 pour Marseille et 21 à Ajaccio. Merci Valérie, on vous retrouve à 18h. Oui. Après l'autoportrait, rendez-vous à 13h pour la météo avec vous, Michel Onfray. Oui, absolument. Le journal inattendu sur RTL. On attend toujours le résultat définitif de l'élection présidentielle américaine. 4 jours après le vote, le chiffre magique de 270 grands électeurs n'a pas encore été atteint par l'un des 2 candidats, même si le démocrate Joe Biden confirme d'heure en heure son avance. Dans sa dernière prise de parole, il se dit sûr de sa victoire et appelle les Américains à l'unité. On peut être adversaires, mais nous ne sommes pas des ennemis. Nous sommes des Américains. Il est possible que nous soyons en désaccord sur de nombreux sujets. Sachons mettre la colère de côté, la diabolisation. Il est temps de nous rassembler en tant que nation. Et vous devez savoir, je travaillerai aussi dur pour ceux qui ont voté pour moi que ceux qui ont voté contre moi. Parce que c'est le boulot. C'est le boulot.
Donald Trump promet dans l'un de ses derniers tweets que les recours judiciaires ne font que commencer. Michel Onfray, les Américains n'ont jamais été aussi nombreux à voter, 160 millions de votes. On en est à recompter chacune des voix dans certains États. Est-ce que les États-Unis restent l'une des plus grandes démocraties au monde, ou bien est-ce qu'on fait face à un système à bout de souffle ? Je pense que c'est d'abord l'insuccès des sondeurs qu'il faut mettre en évidence. C'est-à-dire les sondeurs ont fabriqué une image Trump, une image Joe Biden, et puis ils se sont trompés. Ils ont annoncé que Biden gagnerait avec 10% de voix d'avance, et on s'aperçoit que là, on est serré que jamais. Voilà, c'est extrêmement serré. Je pense qu'il y a effectivement au moins deux Amériques, et que ces deux Amériques sont extrêmement visibles. Trump a probablement perdu l'élection, ça paraît assez clair, mais il a gagné quelque chose d'important, il a créé le Trumpisme. Et il y a des gens qu'on n'entendait pas, qu'on ne voyait pas, l'Amérique profonde, plutôt blanche, plutôt oubliée, des grandes villes, on est dans les campagnes, on est dans la misère, la pauvreté ou la précarisation des existences, et d'un seul coup, ces gens-là se sont retrouvés représentés, avec un personnage parfois grossier, vulgaire, agressif, machiste, phallocrate, tout ça est juste, tout ça est vrai. Et la fracture est visible. La fracture existait, mais ce qui s'est passé avec ces élections, c'est la visibilité de la fracture. Je ne sais pas ce que va faire Trump, parce qu'il est quand même très dans le ressentiment. On sent bien que le personnage n'accepte pas. Je ne sais pas ce qu'il est capable de faire ensuite. Est-ce qu'il va retourner aux affaires ? Est-ce qu'il va accepter ? Est-ce qu'il va fédérer ce courant en disant j'existe aussi, au-delà de cet échec qui est aussi d'une certaine manière un succès ? Je ne sais pas ce qui va se passer exactement. Il est quand même très imprévisible. Mais s'il était un peu gaullien, si je puis me permettre, il saurait qu'il est plus que lui désormais. Et plus que lui, ça veut dire éventuellement fédérer ce peuple oublié, parce que dans tous les pays, quand le capitalisme fait la loi, le peuple est très souvent oublié. Et peut-être se représenter lors d'une prochaine élection. Voilà. L'actualité en France, c'est tout d'abord à Nice. Ce matin, un hommage national a été rendu à Nadine, Simone et Vincent, les 3 victimes de l'attaque de la basilique Notre-Dame de l'Assomption. Il était présidé par le Premier ministre Jean Castex. Une cérémonie dans le respect des gestes barrières et remplie d'émotions. Michael Lefebvre. Oui, un hommage qui a débuté par l'arrivée très émouvante des portraits des 3 victimes, au son de l'indifférence de Gilbert Bécaud pour Nadine de Villers, du poème Demain dès l'aube de Victor Hugo pour Vincent Loquès. Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Et d'une chanson brésilienne de Gilberto Gil pour Simone Barreto Silva, tranchant avec la solennité de l'instant. Assis au premier rang, sur un praticable bleu, face à la mer, les 2 petits-enfants de Simone, entourés des familles de Vincent et de Nadine, ont vu sous leurs yeux la flamme de la foi être allumée. Le Premier ministre Jean Castex a ensuite fait part de son émotion et de son indignation. Les prières d'une mère de famille ne condamnent pas à mort. Des cierges allumés au petit matin ne condamnent pas à mort. L'humble travail d'un sacristain ne condamne pas à mort. Après 3 coups de canon, la cérémonie s'est conclue au son de What a Wonderful World de Louis Armstrong. Un monde merveilleux, sali par ce que nous en faisons, tel que l'expliquait à l'époque le jazzman américain. Merci Michael Lefebvre, correspondant de RTL à Nice. Sachez que les policiers municipaux qui sont intervenus lors de l'attaque ont été décorés. Ils ont reçu la Légion d'honneur ou l'Ordre national du mérite. L'auteur de l'attaque, un Tunisien de 21 ans, grièvement blessé lors de son interpellation, a été transféré vers un hôpital parisien. Michel Onfray, Éric Ciotti, député des Alpes-Maritimes, a demandé après l'attentat un Guantanamo à la française pour les fichiers les plus dangereux. Contre le terrorisme, la radicalité, c'est quoi la solution ? Oh là là, là vous êtes en train de me demander qu'est-ce qu'on fait quand le Titanic a croisé sur sa route un iceberg, qu'il y a une voie d'eau et que ça coule. Face à ça qu'on est en France en ce moment. Oui, il y aurait des canaux de sauvetage à mettre à la mer s'il faut filer la métaphore. Je pense que tous les gens qui aujourd'hui disent il faut allumer des bougies, il faut trouver des pluches, etc., sont tous un peu responsables et coupables parce qu'ils ont tous été au pouvoir depuis un quart de siècle et depuis un quart de siècle, ils ont laissé les choses advenir comme elles sont advenues. Donc ces gens-là ne sont pas crédibles, je dirais. Ils ne sont pas crédibles. Ils vont nous donner des cautères sur des jambes de bois en nous expliquant qu'ils vont faire le nécessaire. On voit Emmanuel Macron sur la frontière espagnole. Pourquoi la frontière espagnole elle n'existe plus depuis que Schengen existe. Hein. Donc on fait des effets d'annonce. Là, on fait des effets d'annonce. On est capable même de programmer quel monde merveilleux. Je suis quand même un peu sidéré que dans cette occasion, on puisse programmer quel monde merveilleux. Enfin bon, il y aurait déjà un arsenal
juridiques qui existent à mettre vraiment en place, en activité. On se moque du monde, c'est-à-dire qu'il y a effectivement un droit français, mais ce droit français n'est pas respecté. On voit bien que les juges, l'administration, que la bureaucratie, que tout ça fait que la justice patine, n'existe pas. Vous avez des gens qui sont des délinquants et qu'on laisse en liberté. Vous avez des gens qui sont radicalisés et qu'on relâche sans problème. Donc on crée les causes qui vont produire les effets qu'on imagine bien. C'est-à-dire que rendez-vous au prochain attentat. Je crois qu'il faudrait une modification radicale de l'État français. Il faudrait que l'État soit restauré. Et ça, pour le coup, je ne suis pas bien sûr que ce soit faisable. En tout cas, déjà commencer par faire respecter la loi. Avec près de 40 000 décès depuis le début de l'épidémie en France, notre pays est l'un des plus durement touchés par le Covid-19 en Europe. Jean Castex appelle à respecter plus que jamais le confinement de la manière la plus stricte possible pour faire baisser la circulation du virus. Mais certains bravent les règles sanitaires, estimant ne pas prendre de risques. À Saint-Quentin-sur-Isère, le propriétaire d'un golf a décidé de faire de la résistance et accueille toujours des joueurs. Pour moi, il n'y a aucun risque. Je prends plus de risques à aller faire mes courses que de venir jouer au golf. Si je me fais prendre, je payerai 135 €. Je reviendrai peut-être pas. J'ai pris la décision, effectivement, d'enfreindre un peu le décret de confinement. Le golf de Charmeil, c'est 73 hectares. Donc, l'interaction sociale est quasiment inexistante. Les gens ont besoin de bien-être et de santé toute l'année. Et beaucoup sont dans leur appartement dans le centre-ville en train de déprimer. Profite de la belle journée d'aujourd'hui pour venir jouer au golf. On va jouer à 2. Vous imaginez, 73 hectares pour 2 personnes. Vous avez coché quoi sur votre attestation ? Je vous le dis, déplacement professionnel. Propos recueillis par Serge Pueyo pour RTL. Le propriétaire des lieux risque lui une fermeture administrative. Michel Onfray, dans ce confinement, où est la limite finalement entre l'obéissance à des règles imposées et la liberté personnelle ? L'idéal, ce serait le civisme. Je fais mes courses régulièrement et hier soir, je les faisais encore et j'ai vu un tas de jeunes qui étaient aux caisses en train d'attendre. Alors effectivement, il y avait un respect de la distanciation sociale, mais ils avaient les bras chargés de pizza, ils avaient les bras chargés de packs de bière, ils avaient les bras chargés de pâtes et ils étaient en train de raconter la soirée qu'ils allaient passer les uns les autres, les uns chez les autres, donc les uns sur les autres. On imagine bien que dans les petits appartements des étudiants, quand on se retrouve à 5, 10, 15, eh bien effectivement, on va contribuer à répandre le virus et puis on va aller retrouver papa, maman, les copains, les autres, etc. Pendant qu'effectivement, les gens du golf là nous racontent qu'effectivement on prend pas de risque dans ces cas-là. Le civisme voudrait qu'on puisse effectivement dire bah non, je suis dangereux en faisant ça, donc je ne le fais pas. Et là, je ne le suis pas, donc je le fais. Mais comme le civisme n'existe pas et que c'est chacun pour soi et que le monde entier se moque d'autrui, enfin je veux dire, on se moque absolument d'autrui en disant mais moi d'abord, je suis jeune, je ne risque rien, pas grand-chose, donc je peux bien contaminer. De la même manière que les gens qui voulaient le droit de fumer oubliaient que c'était le droit d'enfumer dans les cafés ou dans les restaurants ou ailleurs. Il y a un droit à la nuisance qui est aujourd'hui revendiqué qui me paraît assez sidérant. Dans un instant, les évêques de France face à la pédophilie. Une assemblée plénière se tient jusqu'à demain soir pour prendre des décisions. La suite de l'actualité, c'est juste après cette pause avec mon invité Michel Onfray. Le journal inattendu sur RTL. Avec Michel Onfray et Ophélie Meunier. La suite du journal avec ce sujet dont on parle moins souvent et qui préoccupe beaucoup l'Église. Les évêques de France sont réunis en assemblée plénière jusqu'à demain pour débattre de grands sujets, notamment la pédocriminalité. Un rapport vient d'être publié sur la lutte contre la pédophilie et sur la prévention dans les diocèses. Il met en lumière une meilleure prise en compte de ce fléau, mais des questions restent en suspens, Marie Guerrier. Tous les chiffres du rapport sont en augmentation. Les victimes qui se sont manifestées auprès des évêques, 320 ces 2 dernières années. Les prêtres mis en cause, 153. Les religieux, 36. Les évêques ont transmis davantage de signalements à la justice, 110, quand le prêtre incriminé était toujours vivant ou que la victime n'avait pas encore entamé d'action. Des évêques désormais plus enclins à collaborer avec les procureurs, 15 diocèses ont signé une convention avec les parquets pour mieux travailler ensemble. La lutte contre la pédophilie passe aussi par la prévention. De plus en plus de prêtres et de laïcs en responsabilité dans l'Église suivent des formations. Et puis la conférence des évêques de France s'est engagée dans une démarche de reconnaissance de la souffrance des victimes, mais là, c'est beaucoup plus lent. Les évêques ne sont pas encore parvenus à se mettre d'accord, à définir ce que sera le geste financier annoncé il y a 1 an tout juste, ni même le nom qu'il portera, encore moins le montant et la date du versement. Les précisions de Marie Guerrier pour RTL. Michel Onfray, pourquoi l'Église n'arrive pas à prononcer le mot d'indemnisation des victimes et encore moins se mettre d'accord sur un montant ?
C'est compliqué parce que c'est pas seulement sémantique. On voit bien que si vous utilisez ce mot-là, c'est que vous avouez qu'il y a eu des fautes commises, et les fautes commises, elles sont problématiques. Il faudrait penser la question de la faute en termes de religion et en termes de droit aussi. C'est pas exactement la même chose. Vous avez bien vu d'ailleurs les réactions des prêtres quand il y a eu cet attentat à Nice. On a tout de suite estimé que, d'une certaine manière, le criminel était une victime, qu'il s'était trompé, etc. Donc c'est toujours difficile de penser la peine, la faute, la rétribution, l'indemnité dans la logique chrétienne, puisqu'on est toujours dans la logique du pardon des offenses, de l'amour du prochain, etc. Et il faudrait effectivement passer sur le registre non plus du religieux, mais sur le registre du politique, pour le coup, du juridique, et en même temps d'une morale qui serait sécularisée, en estimant qu'il faut nommer les choses. Il y a eu des crimes. Je vous reprends sur ce terme aussi que vous avez utilisé de pédocriminalité. C'est un terme qu'on utilise pour éviter d'utiliser le mot pédophilie. C'est une façon de faire de telle sorte que la pédophilie puisse rester sympathique. C'était pour éviter une répétition. J'entends bien, en l'occurrence. mais je sais bien, puisqu'après j'ai vu que vous avez utilisé l'autre terme. Oui. Je veux dire que l'usage de ce terme-là est une façon de dire la pédophilie, c'est pas forcément un crime. Pédocriminalité, je suis désolé, mais c'est un pléonasme. La pédophilie est un crime. Cette idée de dire créons un autre mot pour laisser la pédophilie aux esthètes, à Matzneff et à quelques autres qui nous expliquent que les Grecs, Alcibiade, Socrate, Platon, etc. Non, je trouve effectivement que c'est une pathologie d'avoir une sexualité avec des personnes qui ne sont pas consentantes, c'est-à-dire aussi bien des animaux, des handicapés, des morts. Enfin bon, c'est clair, il y a des pathologies sexuelles, et il serait bon que l'Église puisse aussi penser en termes laïques, si tant que faire se puisse, pour nous dire que oui, c'est un crime, que ce crime n'est pas spécifique à l'Église aussi. C'est dans le monde enseignant, c'est dans le monde associatif. Il ne faut pas charger la mule papale, je dirais, pour le coup, parce qu'il y a effectivement plein de profs de sport, plein de gens qui sont des animateurs bénévoles dans des clubs, plein d'instituteurs, de professeurs, etc. Parce que c'est une pathologie généralisée dont on ne sait pas tout. Moi, je pense qu'on devrait pouvoir lutter très précisément sur Internet, parce que les gens vont voir des sites pédocriminels, pédopornographiques et pédophiles, et que ça devrait pouvoir suffire pour traquer les gens qui s'adonnent à ce genre de perversion. Cette réunion se tient jusqu'à demain soir. Peut-être des décisions sur la pédophilie seront prises d'ici là. Les sports, avec en foot une victoire de Marseille hier soir contre Strasbourg lors de la 10e journée de Ligue 1. L'OM l'a emporté 1-0 et se place provisoirement 4e du classement général. Aujourd'hui, les matchs à suivre, c'est Bordeaux-Montpellier à 17h et PSG-Rennes à 21h. À suivre également, on refait le match à 18h30 avec Christian Olivier et RTL Foot de 20h à 23h. Un mot de tennis pour vous dire que le Français Hugo Humbert s'est incliné en 3-7 contre le Canadien Milos Raonic et n'atteindra donc pas les demi-finales du Rolex Paris Master. Et puis demain, c'est le départ de la 9e édition du Vendée Globe dans un strict huis clos à cause du confinement. 33 skippers vont s'élancer dans ce tour du monde en solitaire et sans escale. Et pour la première fois dans l'histoire du Vendée Globe, un couple prendra le départ, chacun sur son bateau. Samantha Davis et Romain Attanasio. Leur garçon de 9 ans, Ruben, sera gardé par ses grands-parents. Et il est aussi déjà, lui, un passionné de voile. Dans un instant, on parle de votre nouveau livre. Michel Onfray, écrivain, ça aussi c'est un travail de solitaire. Vie parallèle, De Gaulle-Mitterrand, c'est aux éditions Robert Laffont. À tout de suite sur RTL. Le journal inattendu de Michel Onfray. Avec Ophélie Meunier sur RTL. Le journal inattendu de Michel Onfray. Avec Ophélie Meunier sur RTL. Vie parallèle, De Gaulle-Mitterrand, ça vient de sortir aux éditions Robert Laffont, un livre dans lequel vous opposez les deux hommes d'État, leur vision de la France, leur façon de la conduire. 18 thèmes sont abordés, notamment l'éducation, le pouvoir, la culture ou encore l'Europe. On vous découvre une passion pour De Gaulle. Ne vous attendez pas forcément là-dessus. Alors pour commencer, en une phrase, votre définition du gaullisme, Michel Onfray. Le gaullisme, c'est le souverainisme pour la France. C'est-à-dire le souverainisme, c'est l'art de conduire son bateau soi-même, ne pas laisser conduire son bateau par les Européens ou par tel ou tel autre pays en Europe. Et puis la France, c'est de dire que la droite et la gauche, ça existe, c'est une lecture horizontale, mais qu'il y a ceux qui aiment la France et ceux qui ne l'aiment pas, et donc ceux qui la mettent en haut et ceux qui la mettent en bas. Et le gaullisme, c'est l'art de dire la France est à mettre en haut et que les gens viennent de droite ou de gauche, peu importe. L'important, c'est de la soutenir pour qu'elle soit haute et grande. On fête lundi, dans 2 jours, le 50e anniversaire de la mort de De Gaulle. Et il est partout, le général. Plusieurs nouveaux ouvrages lui sont consacrés. Une série sur le général de Gaulle vient de démarrer sur France 2, en prime, et ça marche très bien. Au-delà de la commémoration, comment vous expliquez cet engouement du moment ?
Vous savez, en fin d'année, on a toujours un papier qui paraît, qui nous dit voilà ce que seront les commémorations de l'an prochain. Alors ça peut être, je sais pas, Zizi Jeanmaire et Richard Anthony, et puis aussi le général de Gaulle. Donc c'est le général de Gaulle. En plus de ça, on fête le 18 juin un décès. Il y a 3 occasions de célébration, je crois. Donc voilà, ça va passer. Je crois qu'on passera à autre chose. Je ne sais pas qui sera à l'honneur l'année prochaine. Ça fait dire à beaucoup de gens beaucoup de sottises, surtout les hommes politiques, parce qu'il y a quand même pas beaucoup d'hommes politiques qui sont véritablement à la hauteur du général de Gaulle. Je ne dis même pas à la hauteur au sens trace laissée dans l'histoire, mais simplement la doctrine. Il y a beaucoup de souverainistes, et puis les souverainistes aujourd'hui sont copieusement sifflés. De Gaulle a vécu 2 guerres mondiales. Il y a eu l'appel du 18 juin, on en parlait il y a un instant, on ne refait pas l'histoire. Nous, on vit en ce moment une autre forme de guerre. 2 même, une contre le virus et une contre le terrorisme. Que ferait De Gaulle? Que dirait-il aujourd'hui aux Français en ces temps de crise? D'abord, il faudrait qu'il ait pris conscience qu'effectivement, une télévision avec une chaîne d'État dans laquelle on peut dire ce qu'on veut en disant c'est la vérité de l'État, tout ça a disparu. On est dans l'ère de la post-vérité aujourd'hui. C'est n'importe qui peut s'autoriser de soi-même pour dire j'ai un avis et voilà. Vous avez des chaînes d'information continue aujourd'hui qui ont besoin pendant une dizaine d'heures tous les jours de faire des plateaux avec des individus. Donc on va chercher des toubibs en disant bac plus 10, plus 12, plus 15. Vous les regardez ces chaînes d'infos en continu? Oui, bien sûr, oui. Et parce qu'il faut séparer le bon grain de l'ivraie. Il y a des informations qui sont données, puis il y a des commentaires. Il faut laisser de côté les commentaires, mais les informations sont extrêmement intéressantes. Et donc, on ne peut plus aujourd'hui gouverner un pays dans lequel il n'y a plus de vérité, ou dans lequel n'importe qui peut s'autoriser de lui-même en disant le virus n'est pas grave, l'économie est essentielle, ou l'inverse, ou de nous dire, je sais pas, l'épidémie ne tuera pas plus que des accidents de trottinette, ou de dire attention, c'est un mort tous les temps de minutes. Est-ce que le virus vous inquiète personnellement, Michel Onfray? Vous en avez peur? Non, pas spécialement. Angoisse? Vous savez, moi j'ai fait un infarctus de 2 AVC. Je sais que je suis mortel, personne à risque avec mon âge, etc. Et je sais que ça peut arriver n'importe quand, dès que j'ai des palpitations cardiaques, des arythmies cardiaques ou des petits grésillements ou pétillements dans le cerveau. Je sais que ma vie est extrêmement précaire et j'ai pas besoin du virus pour le savoir. Oui, vous avez été malade très jeune, une première fois. Oui, 29 ans, un infarctus, j'ai démarré tôt. On en parlait dans le journal, pour lutter contre l'islamisme radical, vous dites que c'est trop tard, ça a été sous-estimé par les contemporains et que maintenant, tout ce qu'on peut faire, c'est prendre conscience de la gravité du phénomène et en retarder l'évolution. Je cite votre livre, c'est quand même très pessimiste. Alors maintenant qu'on en est là, quelle est la solution? Qu'est-ce qu'on fait pour s'en sortir? Parce que De Gaulle ne baissait pas les bras, il me semble, et il disait qu'il avait passé sa vie à vouloir dresser la France contre la fin du monde. Oui, et parfois contre elle-même. Vous savez, il a beaucoup dit aussi de choses inverses. Il était très tragique, c'est-à-dire parfois pessimiste, c'est-à-dire parfois dépressif. Il a songé plusieurs fois au suicide. Parce que c'était un romain. Il y a des moments où on doit, c'est un peu ma position si vous me permettez, mais enfin on sait que le combat est perdu, mais il faut le mener tout de même, par élégance, par grandeur. Et je pense qu'il a beaucoup fait ça. Et il a très vite vu que les Français étant dévots, comme il a été dit, il allait être congédié par le peuple qui avait décidé d'élire des gens petits. Et de fait, quand il était grand et que la France le plébiscitait, la France était grande. Et quand d'autres beaucoup plus petits sont venus au pouvoir, la France est devenue petite et certains ont même eu une passion pour la rétrécir. Je songe à Mitterrand. Les partis sur Mitterrand sont très rudes. On sait que vous êtes un déçu du socialisme. Mais pourquoi aller si loin dans vos propos et avoir besoin de rendre Mitterrand à ce point détestable? C'est comme ça qu'il en ressort dans ces 400 pages. Mais oui, mais vous savez, il n'y a que des faits. Il n'y a que des faits. Vous ne pouvez pas me reprocher, vous pouvez me reprocher peut-être un commentaire, un trait d'ironie ou je ne sais quoi. Mais du second degré régulièrement, tout à fait. Oui, mais enfin, de Vichy, je veux dire, le maréchalisme, la francisque, le soutien aux généraux putschistes d'Alger, le fait qu'il ait envoyé des indépendantistes algériens à la guillotine par dizaines. Vous avez voté pour De Gaulle en 81 pour Mitterrand, oui, pardon, en 81. Et en 88 ? Non, j'ai compris que Mitterrand était dans la traîtrise en 1983. Moi, en mars 83, j'ai compris que c'était fini la gauche. Il a gouverné 22 mois à gauche, cet homme. Donc non, c'est pas moi qui ai inventé tout ce qui a pu arriver par la suite. De 80 à 83, avant le tournant de la rigueur. Non, ça n'est pas un pamphlet, je ne charge pas, je donne juste des faits. C'est-à-dire que son chauffeur, par exemple, écrit 2 livres pour nous expliquer qu'il s'en vient chercher des documents compromettants chez Madame Pinjot, et il raconte tout ça, c'est publié, donc tout ça c'est pour échapper à la justice. Non, Oui, tout est publié, tout est très sourcé d'ailleurs. Oui, il y a des références en permanence, et je vous assure que je ne le charge pas, j'estime simplement que le dossier est très lourd. Dans un instant, le rappel des titres et le reportage inattendu de Michel Onfray. On part à la rencontre d'un de vos amis éleveurs de brebis en Normandie. Il s'appelle Nicolas. À tout de suite.
Le journal inattendu sur RTL. RTL, il est 13h. Le journal inattendu de Michel Onfray. 13h, les titres de l'actualité, Ophélie Meunier. C'est la France qui, à chaque fois, est visée et est la cible du terrorisme, mais Nice aura payé un lourd tribut. Ce sont les propos de Jean Castex, Premier ministre, qui présidait ce matin l'hommage national aux 3 victimes de l'attentat contre la basilique Notre-Dame de l'Assomption. Une cérémonie remplie d'émotions qui a débuté par l'arrivée des portraits de Nadine, Simone et Vincent. Juste après l'hommage, les policiers municipaux qui sont intervenus au moment de l'attaque ont été décorés de la Légion d'honneur ou de l'Ordre national du mérite. En France toujours, les producteurs de sapins de Noël sont soulagés, obligés de fermer leurs points de vente pendant le confinement. Ils devraient être autorisés malgré tout à vendre leurs arbres sur des points de distribution mis en place en extérieur. Par exemple dans des jardineries, sur des marchés plein vent ou des parkings de la grande distribution. Même si ce Noël sera un peu différent, vous pourrez tout de même avoir votre sapin à la maison. Joe Biden en route vers la victoire alors que Trump résiste. Toujours pas de fumée blanche aux États-Unis, mais le résultat de l'élection présidentielle devrait tomber de manière imminente. Certains États recomptent chacune de leurs voix. Le camp démocrate est de plus en plus certain de l'emporter. Donald Trump se défend déjà en annonçant qu'il va recourir à la justice. Le sport avec les résultats de la 10e journée de Ligue 1 en foot. Marseille vainqueur hier face à Strasbourg, 1-0. Aujourd'hui, vous pourrez suivre Bordeaux-Montpellier à 17h et Paris-Rennes à 21h avec tous les commentaires et résultats sur notre antenne dans On refait le match et dans RTL Foot. En tennis, c'est fini pour le Français Hugo Humbert au Rolex Paris Master. Il s'est incliné face au Canadien Milos Raonic et donc son parcours s'arrête en quart de finale. Et puis demain, c'est le départ de la 9e édition du Vendée Globe avec pour la première fois un couple qui sera sur la ligne de départ, chacun dans son bateau évidemment. Le temps, c'est avec vous à 13h, Michel Onfray. Alors, la météo aujourd'hui. Oui, j'ai un petit bout de papier là. C'est MeToo ou météo? Non, météo, c'est météo. Le temps cet après-midi s'annonce ensoleillé dans le nord et l'est du pays, alors qu'à contrario, des pluies orageuses sont prévues plus au sud, en particulier entre le Midi toulousain et le Languedoc. Les températures seront douces, comprises entre 13 et 21 degrés, de l'Alsace aux Bouches-du-Rhône. Il fera 17 degrés au soleil à Chambois, qui est le plus bel endroit du monde. On s'en doutait. Justement, vous nous emmenez en Normandie, alors allons-y, celle où vous êtes né, celle où vous vivez toujours. Pour votre reportage inattendu, notre correspondant Frédéric Veil est allé à la rencontre d'un ami à vous, éleveur de brebis. Il s'appelle Nicolas et il exprime en toute franchise son regard sur l'opposition entre Paris et la province. Oui, bienvenue à la bergerie des Berthaumes chez Yolène et Nicolas Janton. Nous sommes ici à Clécy, à 263 km des studios de Neuilly, à 201 km très précisément à vol d'oiseau. Et comme le dit Nicolas qui vient tout juste de donner à manger à son troupeau. Clécy, capitale de la Suisse romande, plus beau pays du monde. Ça sert à rien de chercher ailleurs. Il n'y a pas mieux. C'est mieux qu'à Paris, hein. Oui, car nous sommes ici bien loin de la vie parisienne et des décisions qui y sont prises par l'exécutif. Et ça excède de ce couple d'agriculteurs. Bah oui, c'est ça qui est bizarre. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens comme nous, des gens de la campagne qui comprennent pas tout ce qu'on nous demande, tout ce qu'on nous oblige. C'est pas notre vie ce qu'ils nous disent, quoi. On a l'impression qu'ils sont à côté de leur pompe, quoi. Tu vois là les débats qu'ils font là, les débats sur la 5G. Ils nous parlent de la 5G alors que nous il y a des coins on capte pas du tout. Non, ils sont déconnectés. On nous parle des hôpitaux, etc. Nous on en a plus. On nous parle des petits commerces, alors ils nous parlent tiens, le top c'est les voitures électriques. Ça c'est un truc chez nous en campagne, on se marre avec ça. Tu te vois avec une voiture électrique ici là? Rien que pour aller chercher du pain, t'es obligé de faire 5, 6, voire 10 km. Alors, il faut une grande rallonge, ouais. non, mais c'est pour ça qu'on a du mal à comprendre. En fait, on a l'impression que les lois qu'ils inventent à Paris, ils les imposent à Paris, mais tu peux pas faire ça. C'est pas possible. Nous, il faudrait des lois ici, il faudrait des lois en Lorraine, il faudrait des lois en Alsace, il faudrait des lois dans le Périgord, j'en sais rien, mais tu peux pas imposer une loi partout. Ça, nous, c'est pas possible. Quant au confinement et aux nombreux Parisiens venus se réfugier dans les belles campagnes normandes, Nicolas a aussi son mot à dire. On a l'impression d'être des ploucs tout le restant de l'année, et puis là, avec le confinement, on voit que finalement, ils sont bien contents de venir chez nous, mais au final, ils viennent, mais ils imposent leur façon de vivre, et c'est pas la nôtre, quoi. Nous, on vit là toute l'année, on est né là. Que les gens qui vivent à Paris s'y plaisent, c'est pas le problème, mais il faut pas que quand ils viennent ici,
Ils nous disent comment faut faire, ne pas supporter le bruit des brebis, ne pas supporter les roues du tracteur qui vont mettre de la terre quand on change de champ. C'est la vie de campagne, c'est comme ça. Une vie de campagne où le bonheur est dans le pré. Alors à ce sujet, Nicolas a une petite question pour votre invité du jour. Bon, Michel, j'ai une question à te poser. Je te tutoie, hein, normalement à la radio, faut vous voyez, mais bref. Toi qui es amoureux de la Normandie, je voulais savoir si ça te faisait plaisir de monter à Paris si souvent. Et je dis bien monter parce que je sais que t'aimes bien quand on dit monter à Paris. Il est formidable, Nicolas. Quelle franchise. Bah oui, ce serait bien qu'il soit président de la République. Il pose une question, notre Nico, dont il connaît la réponse. Il sait bien que j'aime pas être là. J'ai très envie de rentrer très rapidement. Il me fait des textos très rigolos. Non, c'est une nécessité parce qu'on est dans une France jacobine, tout passe par Paris, donc même quand de Normandie on veut aller à Marseille par exemple, il faut passer par Paris, donc il y a une hyper-centralisation depuis au moins Philippe le Bel, et c'est assez pénible. Ce que dit Nico, je souscris absolument, on est d'accord tous les deux sur tout. Si vous pouviez rester jusqu'à 13h30, ça nous arrange. L'épidémie a rebattu les cartes, et là les Parisiens reconnaissent quand même qu'il fait sacrément bon vivre en province. L'épidémie redynamise aussi la province, c'est bien ça, non ? Oui. Non, mais je suis pas contre ça. Hein. Je pense que il y a effectivement un mode de vie en province et que on doit pouvoir aussi respecter le mode de vie de la province, de la campagne. C'est-à-dire que c'est les lois de l'hospitalité. On rentre pas chez les gens leur disant je vais faire la loi chez vous. Il y a une façon provinciale de vivre et d'habiter. Il y a un rapport au temps qui n'est pas le même. Ce matin, quand j'ai pris le train, j'arrive à la gare, il y a un rythme particulier. Je rentre dans le train, je descends du train, j'arrive sur le quai à Paris, il y a un autre rythme. Bon là, ça va, on est en période de confinement, mais je veux dire en temps normal, on se fait rentrer dedans, on se prend des coups de valise dans les pieds parce qu'on va pas assez vite. On se fait bousculer. Et il y a effectivement une façon d'être à Paris qui n'est pas la façon provinciale. Donc oui, le rapport au temps, le rapport aux autres, la politesse, la courtoisie, le respect, la discrétion, enfin on trouve tout ça dans la campagne. Un mot sur la 5G dont Nicolas parlait. C'est quoi votre rapport aux nouvelles technologies, au numérique ? Parce que vous avez une web TV, oui. Vous publiez une vidéo chaque jour. Ces nouvelles technologies, elles vous intéressent aussi, vous les utilisez, elles vous plaisent ? Ah oui, on peut pas aller contre ça, mais moi je possède mon instrument, mon téléphone, mais c'est pas le téléphone qui me possède. Vous savez, mon vieux maître, Lucien Gerfagnon, m'accueillait chez lui de temps en temps, et parfois le téléphone sonnait, donc j'interrompais la conversation, il me dit, mais mon cher Onfray, vous êtes venu me voir, c'est vous le prioritaire, ils rappelleront. Sa fille lui avait acheté un répondeur téléphonique, il avait été très heureux de ce répondeur téléphonique, il avait mis au grenier dont il ne s'est jamais servi, parce qu'il estimait que on peut pas vivre sans la technologie moderne, mais c'est pas la technologie moderne qui doit faire la loi. Dans un instant, on parle culture avec vous et avec votre invité, le compositeur Éric Tanguy. À tout de suite sur RTL. Le journal inattendu de Michel Onfray avec Ophélie Meunier sur RTL. Le journal inattendu de Michel Onfray avec Ophélie Meunier sur RTL. Parlons culture. Dans votre livre, Michel Onfray, il y a aussi tout un chapitre consacré à la culture. Vous dites que le projet de De Gaulle avec André Malraux a été de hisser le peuple jusqu'à la culture classique. Votre invité est en ligne avec nous, Michel Onfray, le compositeur contemporain de musique classique, Éric Tanguy. Bonjour Éric Tanguy, bienvenue dans le journal inattendu. Bonjour Ophélie Meunier et bonjour Michel. Bonjour Éric. Michel Onfray, pourquoi avez-vous souhaité recevoir Éric Tanguy aujourd'hui ? Bon, parce qu'on a une longue histoire d'amour, Éric et moi, depuis... c'est plus que de l'amitié, c'est de l'amour, carrément. L'amour, l'amitié, c'est de l'amour moins le sexe. Donc, on est des hétérosexuels, Éric et moi. Mais donc, je sais pas, il y a combien de temps qu'on se connaît, Éric Alors, premier contact il y a 31 ans et première rencontre il y a 28 ans. Voilà. Une trentaine d'années. Et donc, moi j'ai adoré d'abord la musique d'Éric sans savoir qu'elle était de lui, puisque je suis rentré dans ma voiture, j'étais prof à l'époque et je rentrais à Argentan, et il y avait France Musique qui était en permanence dans ma voiture, et j'ai entendu une musique dont je me suis dit, elle est formidable, cette musique, d'une puissance, d'une efficacité. Alors justement, on écoute ce que fait Éric Tanguy. Troisième Sinfonietta, troisième mouvement Vivace de l'album Transart Live. Elle est plus récente, alors c'est probablement pas celle-ci que vous entendiez dans votre voiture, mais en tout cas c'est la musique d'Éric Tanguy qui vous a séduit. Éric Tanguy, vous êtes amis, ça on l'a bien compris, avec Michel Onfray. Alors comment ça se passe, un dîner, un soir, entre amis, chez Michel Onfray ? Qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on se dit, qu'est-ce qu'on fait ? On parle de tout. Michel est quelqu'un qui écoute, qui dialogue, qui partage, qui échange, qui est un penseur génial. Il met les choses en perspective. Il a une vision du monde qui est fascinante, qui est singulière.
Moi, j'adore sa tendresse, j'adore son humour, j'adore sa bienveillance. On rit beaucoup, vraiment, on rit beaucoup. Mais aussi, on peut parler de choses extrêmement sérieuses, extrêmement profondes. Et parfois, on n'est pas toujours d'accord avec lui aussi. Michel est quelqu'un d'extrêmement ouvert, on peut discuter et tous les gens à qui j'ai présenté Michel étaient tous absolument ravis et enchantés de cette possibilité de dialoguer avec lui. Il est d'une bienveillance absolue, Michel. Bienveillant, Michel Onfray. Je remercie Eric de le dire parce que de fait à la télévision ou dans les médias, on est dans une arène. C'est pas la première chose qu'on voit. Non, dans une arène, on est au combat. Vous savez, Ouais. de gladiateur, quand il rentre chez lui, il a des enfants, il a une femme et ça se passe très bien et il donne pas des coups d'épée à sa femme. Et là, c'est la même chose. On est là, souvent agressé. C'est pas votre cas. Vous êtes bienveillante, mais il y a des moments où effectivement ça pleut de partout, donc on peut pas être forcément bienveillant. On arrive avec ses armes. Mais dans la vie privée, je suis le contraire de ça. Effectivement, plutôt bienveillant. J'agresse assez peu, contrairement à ce qu'on dit. C'est-à-dire, je réponds vivement quand on m'agresse, mais on n'aura pas d'exemple de moi agressant bille en tête. On parle musique. Il y a un chanteur que vous aimez beaucoup, Michel Onfray, c'est Christophe. Et notamment cette chanson « Jeanne », qui est un texte de Charles Péguy. Elle ira dans l'enfer avec une morte nuit, avec les condamnés, les abandonnés. Éric Tanguy m'a confié que vous parliez souvent de Christophe. Qu'est-ce que vous aimez chez Christophe ? C'est d'abord une vie d'artiste qui va avec l'œuvre. C'est-à-dire que, je vais pas donner de nom, mais il y a des gens qui sont à côté de ce qu'il chante. Et lui, il était vraiment dans ce qu'il chantait. C'est-à-dire qu'il y a un univers, il y a un monde, il y a une cohérence. C'est une vie d'artiste, véritablement. C'est un ton, c'est un style, c'est assez reconnaissable. Et je l'écoute depuis très très longtemps. Donc j'ai assisté à son évolution. J'écoutais les mots bleus à une époque. On avait déjà un peu ce ton, mais il y a une façon de devenir le Christophe qu'on connaît désormais avec les œuvres de la fin. Et il y a eu quelque chose de terrible, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui lui avait parlé de moi, il m'avait fait une dédicace, et puis la personne en question a tardé à me donner cette dédicace, et je l'ai reçue après sa mort. Il y a eu un message terrible pour moi, c'était la voix de Christophe qui s'adressait à moi et que je recevais après sa mort. Non, j'aime beaucoup cet homme, comme j'aime Mylène Farmer pour les mêmes raisons, c'est-à-dire ce sont des artistes qui ont des vies en relation avec ça, qui vivent avec leur art, mais qui en même temps n'ont jamais prostitué leur talent et qui font des choses formidable, c'est reconnaissable comme une œuvre d'Éric, c'est reconnaissable avec les premières mesures seulement. Michel Onfray qui écoute Éric Tanguy, Mylène Farmer ou encore Christophe. Et alors côté cinéma, un de vos films préférés, c'est 9 mois ferme, réalisé et avec Albert Dupontel. Non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. C'est impossible. On arrête là. J'ai une bonne nouvelle, on a trouvé le père. Le type est déjà fiché. Bonjour. Non, n'ayez pas peur, pas de panique. Il va pas faire ça là, il est très en avance, il va lui manquer plein d'organes. Ça va être bâclé, il va être brouillon. Qu'est-ce que vous faites là ? Je lui fais peur, pour pas qu'il sorte. Grand succès, film très très drôle. Qu'est-ce qui vous fait rire dans la vie, Michel Onfray ? Les gens drôles. C'est-à-dire pas les comiques professionnels, je sais pas quoi, mais par exemple, je suis allé voir Adieu les cons de Dupontel. Moi, j'adore, je suis un fan complet. C'est lui aussi un style, un monde, un univers, c'est facilement reconnaissable. Il y a sa voix, il y a ses mimiques, bien sûr, mais je veux dire, au-delà de ça, c'est tout un univers. Et j'ai adoré, j'adore toujours d'ailleurs, Chaplin, mais Tati, qui sont quand même des gens qui nous font rire et qui en même temps font de la critique politique. Ça m'intéresse beaucoup. Tous les faux comiques là qui font de l'idéologie en ricanant ne sont pas pour moi des gens qui me font rire, ça me fait pas rire, non. Et puis je suis assez bon public, j'aime bien Sandrine Saroche par exemple, vous savez, qui est très douée pour les mots les jeux de mots du genre almanach Vermo. Je suis assez bon public pour ce genre de choses. Votre devise, Éric Tanguy, c'est une phrase de Michel Onfray qui dit réenchanter le monde pour mourir vivant. Comment faire aujourd'hui pour tenir, pour rester debout, surtout pour la culture en ce moment? Alors c'est une phrase très très belle, très puissante et très inspirée, et elle est très forte parce qu'elle montre ce qu'on pourrait, ce qu'on devrait faire. En fait, il faut continuer, quelle que soit la difficulté de la situation. Et le monde musical, par exemple, est très très atteint par la situation actuelle. Mais il faut continuer. Les musiciens doivent continuer à travailler leurs instruments,
continuer à faire de la musique pour préparer la suite, même si c'est un vrai désastre. C'est un vrai désastre pour le milieu culturel. Et je parle des musiciens, mais il y a aussi tous les gens qui sont autour de dans le milieu, c'est-à-dire aussi les régisseurs, les gens qui s'occupent des salles, les programmateurs. Tous les indépendants qui travaillent à créer la musique aussi. Ouais. Voilà, tous les indépendants, mais aussi les indépendants qui travaillent beaucoup à l'étranger. Pour eux, il n'y a plus de revenus. Un exemple, ma femme a annulé une quarantaine, a vu ses 40 derniers concerts annulés, la plupart à l'étranger, et il n'y a pas de compensation. Donc il y a une grande difficulté actuelle dans le milieu musical. Malgré tout, continuer, réenchanter le monde pour mourir vivant. Voilà. Merci beaucoup Éric Tanguy. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes compositeur contemporain de musique classique et un ami de Michel Onfray. Restez avec nous dans un instant. Michel Onfray, vous laisserez un message sur le répondeur du journal inattendu à une personne ou à plusieurs personnes de votre choix. C'est juste après une courte pause. À tout de suite. Le journal inattendu sur RTL, avec Michel Onfray et Ophélie Meunier. Musicaux, Affaire Louis Trio, Mobilis Immobilier, groupe français, originaire de Lyon. Oui, avec un chanteur décédé, hélas, c'était formidable ce qu'il faisait. Et j'aime bien cette façon française de faire de la poésie. On parlait tout à l'heure de Christophe, on parlait de Mylène Farmer, on peut parler d'Affaire Louis Trio, mais Bachung aussi. C'est-à-dire qu'il y a toute une poésie d'intellectuels qui est assez obscure, absconce, qui est faite pour les poètes professionnels, ou les poètes de cour. Il en existe beaucoup, on entend beaucoup cela. Alors que là, on a vraiment une poésie très abordable, très populaire, simplement. Elle est populaire, elle est aimée, donc puisqu'elle est chantée, elle est dans la logique de la ritournelle, et on oublie la plupart du temps la dimension poétique de ces œuvres-là. Alors que Barbara, Brel, Brassens faisaient partie d'une collection qu'on appelait Segers Poésie, par exemple, mais on ne pense pas à la poésie quand on aborde ces chanteurs-là. Et pourtant, ce sont les poètes de notre époque. On va écouter Affaire Louis Trio tout l'après-midi, alors ça. J'espère. Je reviens un instant sur le confinement. Les librairies sont fermées depuis une semaine et devraient l'être encore un certain temps. Comment vous conseillez aux auditeurs d'RTL d'acheter votre livre aujourd'hui ? Pas seulement mon livre, mais des livres. Il y a plein de classiques à lire. Il faut profiter du confinement pour lire des choses dont tout le monde parle et que personne n'a lu. Il faut lire Homère, il faut lire Cervantes. Don Quichotte est formidable, par exemple. Il faut se dire, je lis des œuvres complètes. Mais d'un point de vue purement pratique, un click et collect. Oui, c'est ça, voilà. Il faut, par exemple, à Caen, j'ai reçu un message formidable. Ils se sont tous associés pour faire de telle sorte qu'on puisse commander et puis retirer. Qu'est-ce que vous avez raconté tout à l'heure? La formule était très jolie. C'était click et réplique. Click et réplique, c'est pas de moi. Oui. C'est de Riyad Satouf que d'ailleurs je le reçois la semaine prochaine, absolument. Et donc il a dit ça pour son Arabe du futur 5 qui vient de sortir, et donc il dit aux gens cliquez et rappliquez. Voilà. Je trouve qu'en effet la formule est très intéressante. C'est mieux, ça évite l'anglais. Voilà, clique et rapplique. Chaque semaine, je propose à mon invité de laisser un message à une personne de son choix. Si vous avez une demande à faire passer ou si vous souhaitez parler à quelqu'un que vous n'avez jamais rencontré, c'est le moment. Alors à qui avez-vous choisi de laisser un message, Michel Onfray, ce soir, aujourd'hui, ce midi, pardon. J'ai pas voulu être dans le privé parce que il y a des morts à qui j'aimerais parler, mais je voudrais parler à des biens vivants, et ce sont les Arméniens, la communauté arménienne. Je trouve qu'il se passe quelque chose de considérable actuellement avec l'Arménie qui se fait attaquer par l'Azerbaïdjan, avec la Turquie qui est derrière, d'étranges compromissions de l'État d'Israël qui soutient l'Azerbaïdjan sous prétexte que ça leur permettrait d'éviter l'Iran. Il y a une réelle politique qui est assez terrible. Vous savez, les fascistes disaient qu'ils ne voulaient pas mourir pour Danzig, et je trouve que on est un peu dans cette configuration-là. C'est une guerre de civilisation qui se trouve menée par Erdogan à l'Occident chrétien, à l'Occident judéo-chrétien. On l'a vu
vu, il est en Libye, il est en Syrie, il est au large des eaux territoriales, enfin, il est dans les eaux territoriales de la Grèce, par exemple, ou de Chypre, et on a là quelque chose qui ressemble étrangement à une guerre de civilisation. Je voudrais dire aux Arméniens que je les aime, parce que c'est un peuple digne, c'est un grand petit peuple. Je suis en train d'écrire un texte, mais c'est un grand petit peuple. Il est petit parce que ils sont pas très nombreux, mais il est très grand parce que le génocide qu'il a subi n'a jamais été l'occasion pour lui de jouer la victimisation. Ils sont d'une extrême dignité, ils ont travaillé beaucoup, ils sont remarquables, et je trouve qu'on ne pense pas assez à eux, on les oublie. Il y a eu l'annonce d'un cessez-le-feu il y a quelque temps. On s'est dit cette guerre est terminée. C'est pas vrai, ça continue. On continue à les tuer. Absolument. Et je voudrais que on ne perde pas de vue. Il y a eu plusieurs cessez-le-feu en peu de jours. Voilà. Ça n'a pas marché. Voilà. À quoi vous allez rentrer chez vous là juste après cette émission? À quand? À quoi ressemble une journée type de Michel Onfray? Travail. Quelques courses, de la cuisine, je vis tout seul. Et mon épouse vit toute seule chez elle aussi. Et on a choisi ça tous les deux. Et je passe l'essentiel de mon temps à travailler. J'ai quelques amis, très peu, qui me reçoivent et que je reçois, mais je perds pas de temps en mondanité, je perds pas de temps il n'y a pas de vacances, il n'y a pas de week-end, je travaille tout le temps et parce que c'est un bonheur, c'est un plaisir. Oui, donc ce serait trop difficile pour vous de ne pas travailler une journée. Ah, ça c'est très désagréable. La définition de l'enfer pour moi. Merci Michel Onfray. Voilà le résultat, entre autres. Il y en a 111 autres à découvrir. Votre nouveau livre, Vie parallèle, de Gaulle-Mitterrand, c'est disponible aux éditions Robert Laffont. Et cette émission est à réécouter en podcast sur rtl.fr. Tout de suite, Jean-Alphonse Richard présente un nouveau confidentiel hommage à Sean Connery, qui est décédé la semaine prochaine. Je vous l'ai dit, je reçois donc Riyad Satouf qui sort L'Arabe du futur 5. Excellent week-end à tous sur RTL. J'étais ravie de passer cette heure avec vous. À samedi prochain, 12h30. Le journal inattendu sur RTL.